Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de l'accueil des personnes autistes en entreprise et on va en parler avec Yeni Gors. Elle est directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement. Elle est aussi entrepreneuse. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, on parle des aidants aujourd'hui. Être présent pour ses parents, écrit par le docteur Hélène Rossineau, spécialiste de ce sujet. C'est un livre à la fois passionnant qui nous explique comment faire, mais c'est aussi un livre très émouvant. On en parlera dans quelques instants avec son auteur. Le cercle RH et le cercle des experts de Smart Job. On va bien sûr parler du projet de loi de finances voté avec le 49.3 où il y a des éléments très concrets pour l'emploi. On parlera aussi de ce tweet qui est mal passé de Patrick Pouyanné, le patron de Total, et puis on terminera par une étude Manpower sur les embauches pour 2022. Voilà le programme des experts. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi sur le métaverse. C'est peut-être le nouvel outil de recrutement. On en parlera avec Gauthier Bailleul, fondateur et CEO de Hippolyte RH. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de l'autisme et de la possibilité, lorsqu'on est atteint par cette maladie, je mets des guillemets parce que ce n'est pas d'ailleurs une maladie, de pouvoir intégrer une entreprise et d'y prendre toute sa place. On en parle avec Yeni Gors. Bonjour Yeni, directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement. Alors on a souvent reçu Jean-François, on va en parler, qui a été votre mentor. Il a été le directeur général d'Andros, touché évidemment très concrètement par l'autisme, par son fils. Votre parcours est quand même incroyable parce que vous êtes à la tête de l'association Vivre et Travailler, et puis vous êtes aussi entrepreneuse, vous avez créé une structure pour accompagner les entreprises. Quel a été le déclic? Vous avez quitté la Colombie en 92, je crois, accueilli dans une famille d'accueil, et puis il y a cette rencontre avec Jean-François. Oui, tout à fait. Alors, la rencontre avec Jean-François, elle s'est faite au sein du groupe Andros lorsque j'étais salariée à la RSE. Et le déclic, je dirais qu'il est arrivé lorsque j'ai rencontré les personnes en situation de handicap et donc plus spécifiquement les personnes autistes. Je raconte dans le livre que moi, je ne connaissais pas du tout le handicap, pas du tout le secteur médico-social et le financement public, et encore moins l'autisme. Et de par mon histoire, je m'étais formatée à rentrer dans un certain moule. J'avais fait du droit des affaires parce qu'à l'époque, j'estimais que réussir, c'était faire du droit des affaires. Avocate en droit des affaires, voilà, bien sûr. Exactement. Oui, l'incarnation de la réussite absolue. C'est ça. Et en fait, donc j'ai été vraiment dans ce mood-là, pas un je veux qui dépasse. Et du coup, j'avais été peu confrontée à la différence, si ce n'est peut-être un petit peu la mienne, puisque j'avais voulu... Par votre parcours aussi. Voilà. Et tout d'un coup, c'est un choc, c'est quoi? C'est une rencontre? C'est un moment de réflexion intérieure? Alors, au début, ça a été vraiment un choc. À un moment, en fait, je me souviens le moment où, après avoir rencontré des familles et des personnes autistes, j'ai dit à Jean-François un jour en pleurs, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je peux pas, et je peux pas vous accompagner sur ce projet parce que d'un coup, j'avais pris conscience de la difficulté et des difficultés qu'éprouvent chaque jour ces familles, et j'avais pris conscience aussi à quel point j'étais moi éloignée de la réalité des choses. Et paradoxalement, vous êtes aujourd'hui, Jean-François vous dit, tu ne peux pas partir créer ton entreprise sans rester directrice de Travailler Autrement. Donc vous avez fait un parcours incroyable sur ce chemin à la rencontre des personnes en situation d'autisme. Oui, parce que je dirais que c'est eux qui m'ont appris beaucoup et ils m'ont appris à me connaître moi-même. Justement, en fait, grâce à l'aventure Vivre et Travailler Autrement et à la rencontre avec le handicap et l'autisme de plein fouet, je me suis rendu compte que moi aussi j'avais en fait des a priori. Tous ces a priori que j'avais et ma volonté de rentrer dans un moule, c'était parce que moi aussi j'avais peut-être des difficultés, des choses que je souhaitais cacher. Et d'un coup, je me suis dit, je ne peux pas accompagner ces personnes si je ne suis pas honnête avec moi-même et si j'assume pas beaucoup plus qui je suis, ma différence. Et vous renversez la table parce que vous n'êtes pas aujourd'hui avocate internationale. Non. Vous avez créé une structure et je le redis parce que votre mission aussi c'est d'accompagner et de donner les bons outils. Travailler autrement, vivre et travailler autrement.
comment vous faites très concrètement? Vous poussez la porte des entreprises, faites des colloques, faites de la pédagogie, vous présentez des personnes en situation d'autisme. Comment on fait pour briser les préjugés? Alors, dans la méthodologie que nous avons mis en place, nous avons la chance avec Jean-François de savoir parler aux entreprises, puisque c'est de là qu'on vient. Et puis, une fois qu'on les a en face, c'est vrai que moi j'ai à cœur de partager mon vécu et de dire on n'a pas besoin d'être concerné, on n'a pas besoin d'être un expert. Ça peut concerner tout le monde et tout le monde peut cheminer sur justement cette question de changement de regard sur le handicap. Et donc, moi, ça passe par là d'abord, oui. Changer le regard. Oui. Pour ensuite aborder des éléments concret, c'est-à-dire je mets où cette jeune fille ou ce jeune garçon, je lui propose quel poste et comment j'aménage son espace, parce que ça c'est la deuxième étape. C'est ça. Je dirais que la toute première, moi j'insiste beaucoup sur déculpabiliser, se dire que c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir des préjugés. Vous y êtes passé? Moi je suis passée par là et je l'assume et c'est ça en fait que je partage en disant aux directeurs qui ne se sentent pas concernés, qui se disent oh mon Dieu ça va être une catastrophe et pourquoi moi? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et puis s'ils sont violents, s'ils se tapent sur la tête, etc. Parce que c'est l'image que l'on en a. Je leur dis, j'avais cette image-là, et moi j'ai cheminé, j'ai réussi à avoir tout ce qu'ils pouvaient m'apporter et tout ce qu'ils pouvaient apporter aux entreprises. Donc vous êtes parti à leur rencontre, et puis maintenant c'est une grande histoire aussi qui vous lie à ces personnes. Oui. Qu'est-ce qu'elles disent, les entreprises, une fois qu'elles ont cassé les murs, qu'elles ont intégré cette personne, que les équipes les ont intégrées? Qu'est-ce qu'elles vous racontent en retour, d'expérience? Et c'est des histoires fabuleuses. Incroyable. En fait, ça a changé non seulement la vie professionnelle, mais aussi la vie personnelle des acteurs, des entreprises. Finalement, tous ceux qui daignent s'y intéresser un petit peu ont le même parcours que moi. Le mien n'est pas plus exceptionnel que les autres. C'est juste qu'on se rend compte qu'en changeant un tout petit peu de regard, c'est des personnes qui sont très compétentes, très performantes et en plus aussi très attachantes. Et pour les entreprises, avec toutes les difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui, qu'on connaît, se mobiliser et être tous mobilisés autour d'un même projet humain qui est concret, parce que c'est souvent ça aussi qu'on me renvoie dans les entreprises. Moi, j'ai eu des salariés qui me disaient je suis ravie de ce que tu fais, de pouvoir faire ça avec toi, Yenny, parce que c'est la première fois qu'on ne va pas se contenter de signer une charte, de signer des beaux papiers. Là, le projet, on le vit. Concret. Et c'est notre projet du quotidien. J'ai lu aussi que les équipes qui, parfois, elles aussi, étaient parfois un peu réticentes, finalement, elles-mêmes grandissaient aussi et que cet échange était d'une force incroyable. Au-delà même de l'équipe de direction, ceux qui étaient au contact, eux aussi disaient je ne suis plus le même. Oui, tout à fait. J'ai grandi. La difficulté que l'on a, une fois qu'on a passé les portes de l'entreprise, ça va être justement de limiter l'implication des salariés au quotidien. Parce qu'une fois qu'ils ont compris que c'était vraiment une chance pour eux qu'ils avaient dans leur métier et dans leur vie de tous les jours, de côtoyer ces personnes, finalement, ils veulent s'impliquer et parfois même au-delà de ce qui est... Donc vous dites qu'il faut presque un peu les réfréner. Oui, on le fait au quotidien. Oui. Oui, donc ça, c'est l'effet, je dirais pas négatif, mais exagéré de l'intégration d'une personne autiste. Ça donne un sens à sa vie et on en fait trop. C'est ça. Je dirais que oui, les personnes qui se mobilisent ont vraiment envie d'aller encore plus loin. Ça devient presque les symboles des sites de production, les mascottes, images, les mascottes. Et donc, nous, notre objectif, c'est aussi de rester mesurés en se disant ce sont des salariés comme les autres et il faut qu'on les traite comme des salariés ordinaires. Même si, en effet, voilà, on a tous cet instinct normal. Une fois que la peur est passée, voilà, il y a cet attachement qui se crée. Merci Yenny Gorz d'être venue nous rendre visite, de nous avoir parlé comme ça à cœur ouvert de tout ce parcours de votre vie qu'aujourd'hui vous rendez dans l'accompagnement de ces personnes en situation d'autisme. Directrice de l'association Vivre et Travailler Autrement, allez sur le site pour mettre justement aussi en relation ces personnes avec vous, les entreprises. Et puis Yenny sera là pour vous accompagner et toute son équipe. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. Aujourd'hui, c'est le livre de Smart Job. On accueille un auteur. On va rester d'ailleurs un peu dans l'accompagnement et dans le care à l'égard des personnes accompagnant un proche. On les appelle les aidants et on accueille l'auteur tout de suite.
Le livre de Smart Job, on parle aujourd'hui des aidants. Alors on en parle beaucoup à travers des entreprises qui viennent nous parler de leurs initiatives. Là on en parle à l'occasion de la sortie d'un livre. Il vient de sortir, écrit par l'auteur Hélène Rossineau. Bonjour docteur. Bonjour. Vous appelez docteur parce que vous êtes médecin de santé publique et médecine sociale, spécialiste française, on peut le dire, de cette question des aidants, avec un livre en 2019 sur les aidants, ces invisibles. Puis là vous signez ce dernier livre, Être présent pour ses parents. Ta main dans la mienne vaut plus que tous les mots du monde, aux éditions L'Observatoire. Vous commencez finalement votre livre en parlant de vous, de cette relation si particulière qu'on entretient avec ses grands-parents, et vous êtes devant le caveau familial et vous regardez les dates 2004-2010 de Pépé et de Mémé, comme vous les appelez. C'est souvent ça, en fait, le choc que l'on ressent, de peut-être se dire, devant le caveau, j'aurais peut-être dû faire plus, je ne leur ai pas assez donné. Il y a de ça quand même. Tout à fait, il y a de ça. Et puis devant ce caveau, moi je sais que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la partie droite était prise justement par mes grands-parents, mais que la partie gauche était vierge et qu'un jour mes parents seraient là aussi. Et c'est vrai que ce jour-là, voilà, ça m'a saisi. On sait tous que nos parents vont mourir, que nos grands-parents vont mourir, qu'on va mourir aussi. Mais entre le savoir et vraiment le réaliser, il y a tout un pas qui n'est pas facile à franchir. Ça, c'est un livre qui est dans la chair, qui est dans l'humain, mais c'est aussi un livre qui est dans l'accompagnement. C'est-à-dire que vous prenez vraiment la peine, comme une spécialiste, de nous préparer psychologiquement. Vous dites d'abord, il faut se préparer à l'idée que ceux que vous aimez vont vieillir, et donc se préparer à l'idée qu'on va les aider. Exactement. En fait, moi, je vois beaucoup de personnes qui refusent de se préparer, qui sont un peu dans le déni, ce que je comprends très bien parce que c'est très difficile, et qui du coup se disent tout va bien pour l'instant, pas besoin qu'on en discute, pas besoin qu'on aborde les sujets, qu'on anticipe. Le problème, c'est que le jour où il y a une urgence, rien n'est vraiment prêt et que là, ça se complique pour tout le monde. Accepter de se préparer, d'y réfléchir, de prendre le temps ensemble, c'est faire en sorte aussi que ça se passe le mieux possible tout au long du vieillissement de nos parents. Alors, il y a une scène que j'ai trouvée très forte au chapitre 4, un nouvel équilibre à tâtons. C'est l'hypothèse d'une vie non plus à 2, mais à 3 ou à 4, les enfants, plus la tante, la sœur, la grand-mère. Et cette femme, elle dit... Je la cite, c'est pour me protéger que tu ne me dis plus rien, que tu ne me parles quasiment pas de tes parents, mais en quoi ça me protège de te voir souffrir, galérer et de ne rien pouvoir faire. Et le mari qui était un peu éloigné vient, se rapproche de votre échange, et sa femme lui dit, mais je te vois galérer au travail, je ne veux pas t'alourdir en plus de ça. Ça a aussi des incidences dans la vie familiale, c'est-à-dire ça dérègle aussi la vie familiale. Complètement. Comme la vie familiale se dérègle aussi, en tout cas c'est une nouvelle normalité quand on a un enfant, quand on accueille un enfant, c'est une nouvelle réalité pour le couple. Et quand on s'occupe de ses parents aussi, c'est vrai que c'est important d'en parler, c'est important même de l'anticiper avant de se marier, parce que j'ai beaucoup de couples que je rencontre qui n'en ont jamais parlé, mais on n'a pas tous la même vision de l'accompagnement. Pour certains, c'est une évidence qu'on va se rapprocher, par exemple, de ses parents, qu'on va même accueillir un parent chez soi. Pour d'autres, pas du tout. Toutes les relations familiales ne sont pas les mêmes. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très important à aborder avant de s'engager dans une relation sérieuse aussi avec quelqu'un. En tout cas, si vous commencez votre livre en nous expliquant qu'il ne faut pas rater ce moment, pour vous, c'est un moment essentiel, il ne faut pas le manquer. Pour moi, il faut faire ce que notre cœur nous dit de faire. C'est-à-dire que si vous n'avez jamais eu une bonne relation avec vos parents, que vous n'avez pas envie de les accompagner, pas le faire. Je ne le juge pas, sincèrement, chaque famille est différente. Mon livre s'adresse à ceux qui ont envie de le faire et qui culpabilisent parfois de ne pas le faire assez bien, pas faire assez, pas d'être assez prêt. Parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui ne vivent pas dans la même ville que leurs parents. Or, on peut aider à distance, chacun aide de la manière, vraiment, ce qu'il peut faire, chacun fait de son mieux. Sur la partie institution, parce que ce livre aussi soulève un certain nombre de sujets, alors à la fois humains, très concrets, très dans la chair, mais il y a aussi les institutions, les lois. Alors on voit que le gouvernement a essayé d'avancer sur ce sujet. Il y a des entreprises, la Poste récemment sur ce plateau nous disait qu'elle mettait à disposition des jours. Ça avance assez vite. On en fait assez sur ce sujet ? Non. Bon, on va dire que ça avance, c'est déjà bon doucement. Signe. Tout doucement. Honnêtement, entre mon premier livre en 2019 et maintenant, j'ai un tout petit peu l'impression de me répéter, ce qui est quand même pas très bon signe. On voit des initiatives fleurir dans certaines entreprises, tant mieux. Mon seul souci, c'est que la culture d'entreprise a beaucoup de mal à changer. Or, c'est quand même très important, même s'il y a des mesures qui sont prises, même si on peut donner des jours, même si on peut avoir des horaires plus flexibles, si les salariés se sentent stigmatisés, ont peur d'être mis de côté, ils n'en parleront pas et ils ne prendront pas
ces mesures, ces avantages. C'est un peu comme le sujet précédent sur l'autisme, il faut faire fait. tomber les préjugés, il faut s'assumer comme un aidant, ce qui n'est pas toujours facile à... Vous évoquez aussi la relation d'une maman avec son enfant Alzheimer. Ça a aussi des effets psychologiques terribles, à la fois de devoir gérer la charge mentale d'une maman, d'une femme, d'une salariée. Ça brise, parfois même ça provoque des maladies. Ça peut provoquer des maladies, mais c'est clair que s'assumer en tant qu'aidant, c'est bien, mais ça ne sera fait que si on est dans un environnement qui nous laisse nous assumer en tant qu'aidant. Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des aidants ne le disent pas quand ils sont en entreprise. Ils disent rien, ils se cachent. Ils disent rien. On est à peine 25% des aidants qui en parlent au travail. Donc on part comme ça à la dérobée en faisant croire qu'on va aux toilettes. On va aux toilettes. Et puis soit on va passer le coup de fil, soit on appelle l'aide ménagère pour la caler dans un stress total. Et la nuit aux urgences et aller en réunion quand même à 8h30 ou 9h du matin sans rien dire, parce que la peur, et très sincèrement, elle est compréhensible. La peur est de rater une promotion, de ne pas aller en formation, de ne pas aller en déplacement, d'être carrément mis de côté, mis au placard, d'être jugé. Et c'est encore très vrai dans beaucoup trop d'entreprises. Hélène Rossineau, tout de même, avec le vieillissement de la population, c'est un sujet qui va devenir dans l'actualité quotidienne de millions de salariés. Mais alors, c'est déjà le cas, mais ça ne va faire que s'accentuer. Donc là, c'est une urgence. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce n'est pas une des priorités numéro 1 en ce moment. Oui. Mais c'est clair qu'en 2030, on parle quand même d'un salarié sur 4. C'est énorme. Ce sont des millions et des millions de salariés qui sont concernés. Et en plus, sincèrement... c'est tout bénef pour les entreprises, si vous me permettez l'expression. Oui, bien sûr. Parce que les salariés aidants, ce ne sont pas un poids. C'est loin de là. Ce sont des personnes qui développent en plus un tas de qualités exceptionnelles pendant qu'ils d'agilité. Exactement. Gestion de budget, coordination, faire plein de trucs organisation, en même temps. Exactement. Négociation. Si vous avez déjà essayé de négocier pour quelqu'un auprès d'une équipe soignante, vous savez que le proche aidant... Et c'est le médecin qui parle. Exactement. Merci, docteur. Merci, Hélène Rossineau, pour ce très beau livre. Il vient de sortir. Vous aviez sorti le livre précédemment en 2019, vous l'évoquiez. Celui-ci vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. Il ne faut jamais oublier l'éditeur. Être présent pour ses parents, ta main dans la mienne, vaut que plus que tous les mots du monde. Voilà le livre et vous le découvrez. Merci. Merci d'être venu nous rendre visite. Plongez-vous dans ce livre. On fait une courte pause et on va s'intéresser évidemment à l'actualité. Ce sont les experts de Smart Job pour cette dernière émission de la semaine. Il y a beaucoup de choses. Projet de loi de finances évidemment, le fameux tweet de Patrick Pouyanné sur le salaire des grands patrons et sur le sien en particulier. Puis on s'intéressera à une étude Manpower. Voilà le programme. Restez avec nous évidemment. Juste après la pause, on accueille les experts de Smart Job. Le cercle RH, le cercle des experts, comme chaque fin de semaine pour l'actualité. Alors, elle est riche à l'Assemblée, puisqu'il y a le projet de loi de finances, on va en parler, avec ce 49.3. Donc, il y a eu beaucoup de débats en commission, mais c'est le 49.3 qui a fait passer ce projet de loi de finances acte 1, parce qu'il y aura sûrement un 49.3 sur l'acte 2. On va en parler. On va parler aussi de ce tweet. Alors, c'est pas anecdotique, c'est le tweet de Patrick Pouyanné qui dit qu'il est fatigué, qu'on l'accable sur ses salaires. Et il a donné à la fois ses revenus, puis il est revenu à la charge hier pour évoquer de nouveau cette question des salaires. On va en parler parce que ça dit quelque chose aussi de notre société. Et puis l'étude Manpower de septembre 2022 sur toujours le même sujet, la pénurie d'emploi, le besoin d'emploi et la difficulté des entreprises à trouver un emploi. Mes invités, Pascale Joannin, ravi de vous accueillir parmi les expertes, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Je vous ai vu sur un tweet, vous étiez en train d'animer une grande conférence il y a quelques jours. Oui, sur le franco-allemand. Sur le franco-allemand, c'est un peu votre sujet. On ne parlera pas aujourd'hui des dissensions franco-allemandes. Sinon on aurait l'émission. On a eu une émission complète à consacrer. Il y a aussi des points de rencontre entre les Français et les Allemands. Oui, enfin en ce moment on parle surtout du bouclier antimissile et de l'énergie. Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Et Alexandre Lamy. Bonjour Alexandre, avocat en droit social, cofondateur du think tank NEOS et membre de l'Institut Sapiens. Commençons par le projet de loi de finances. Il y a des mesures pour l'emploi. Alors c'est un projet de loi de finances qui dit que réussit à faire baisser les déficits. Il y a des mesures importantes pour l'apprentissage, 3,5 milliards d'euros destinés à l'aide à l'embauche d'alternants. Et puis il y a des dispositifs de formation pour des salariés employés et 84 millions d'euros budgétés pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée, qui est un autre sujet très important.
Sur ce volet-là, et je dirais sur la manière dont est emballé ce projet de loi de finances, comment vous regardez ce projet de loi de finances? Parce que l'opposition dit que c'est une aberration, et le gouvernement dit, attendez, nous on fait d'énormes efforts, on fait des efforts sur tous les sujets, on accompagne, on dépense. Non, l'angle pris, en tout cas sur la formation, est un angle essentiel. On va, j'imagine, en parler quand on touchera le sujet des rémunérations. Mais le constat qui doit être fait aujourd'hui en France, c'est que le déclassement social, le déclassement salarial, il est principalement lié à notre déclassement économique. Lié au fait qu'on n'investit pas suffisamment, et notamment dans la formation. On est d'accord. Donc, pour qu'il y ait un rattrapage sur le niveau de productivité de nos entreprises et donc sur les salaires, il est indispensable de faire des efforts fondamentaux en matière de formation. Et d'ailleurs, quand vous regardez la littérature économique sur le sujet, toutes les entreprises, dont les entreprises de raffinerie et de coquefaction, qui font des efforts substantiels en matière de formation, sont les entreprises au sein desquelles les salariés sont le mieux payés. CQFD. C'est vrai, on se souvient du communiqué de Total qui dévoilait les rémunérations. Vous en pensez quoi? Parce qu'il y a aussi une petite chose qui doit vous intéresser, la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui agaçait beaucoup les chefs d'entreprise. Ça, c'est supprimé, mais il y a quand même un effort très important qui est fait pour l'accompagnement des chômeurs, des demandeurs d'emploi de longue durée. C'est important de dépenser sur ce secteur. Alors, deux choses. Tout d'abord, en complément de ce qui vient d'être dit, c'est quand on regarde l'histoire économique des 60-70 dernières années, les pays qui s'en sont sortis, je pense notamment à la Corée du Sud, sont des pays qui massivement ont investi sur la formation et la compétence de leurs salariés. Donc là-dessus, il faut véritablement qu'on se dise que la montée en gamme de la compétence de nos concitoyens va permettre un développement plus important des entreprises. Après, moi je pense que lutter contre le chômage, surtout le chômage longue durée, surtout le chômage des seniors, c'est aussi, on en a déjà parlé ici, c'est aussi changer le paradigme, la culture française. Trop souvent, et certains connaissent bien le fonctionnement des groupes, notamment des grandes entreprises, on considère que quelqu'un est un haut potentiel à 35 ans et qu'après tout est terminé. Oui. Comment voulez-vous que les gens soient motivés pour se former, pour changer de cap? Et ça n'est pas pour rebondir. D'ailleurs, même l'expression rebondir, je ne l'aime plus, parce que rebondir, ça voudrait dire qu'on est au creux de la vague. Pour pouvoir poursuivre, il faut que nous ayons le réflexe de se dire qu'on est dans un processus d'étape dans une carrière avec des opportunités. Et c'est cela aussi qui permet une forme de croissance et de développement de nos entreprises. 84 millions d'euros budgétés pour accompagner les demandeurs d'emploi de longue durée, avec le débat qui est posé, mais qui d'ailleurs a été posé hier dans notre émission sur l'emploi. L'idée quand même, c'est de ne pas laisser une partie des Français dériver sur du chômage de longue durée. Comment ça se passe dans d'autres pays européens? Parce que cette question-là, elle est aussi posée en Allemagne, pour parler d'eux, où il y a un chômage et des chômeurs de longue durée. Comment on organise cet accompagnement pour faire en sorte qu'on remette les gens sur le marché du travail? Alors d'abord, en Allemagne, si vous prenez cette expression, il y a à l'intérieur de l'entreprise des formations, l'apprentissage est beaucoup plus important. Encore qu'on a fait quelques efforts. Voilà. L'apprentissage en Allemagne, c'est une donnée qui assure un emploi. Chez nous, aujourd'hui, l'apprentissage n'est pas assez valorisé. C'est-à-dire que si on est apprenti, on se dit, là, tu as échoué. Ça va mieux quand même. Ça va mieux. Ça va moins le cas. Ça va mieux. Non, on a fait des efforts, mais voilà. Dans certains pays, c'est en effet un vrai plus. C'est un pivot. C'est un vrai plus, et on commence dans l'entreprise à un bas niveau, et on peut finir patron en ayant commencé dans l'apprentissage. Donc, et je parle de l'Allemagne, mais il y a d'autres pays européens. Et puis, la deuxième dimension, c'est la valorisation du travail des seniors. En effet, dans plusieurs pays européens, le nombre de personnes qui ont plus de 55 ans qui sont employées... vous placez les seniors à 55, je suis rassuré. Voilà. Et plus importante que chez nous, et parce qu'on se dit que, justement, ces seniors vont pouvoir transmettre une expérience et qu'ils vont pouvoir former des jeunes, etc. Mais ça, c'est dans la culture allemande, Pascal. C'est dans la culture allemande. Qu'on n'a pas en France. C'est dans la culture des pays nordiques. Et d'ailleurs, ça rejoint un débat qu'on a déjà eu, ces pays mettent l'âge de départ à la retraite beaucoup plus tard que chez nous. C'est plutôt 67 ans que 65. C'est vrai, c'est la moyenne. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, on voit bien qu'il y
qu'il y ait une valorisation du travail dès le début, pour en effet qu'on ait les compétences pour les jeunes, et que ceux qui ont acquis de l'expérience ne soient pas mis au rebut à un moment où, en effet, aujourd'hui, c'est plus les années, le début du XXe siècle, on est au début du XXIe siècle, la longévité est plus importante, etc., pour faire bénéficier les jeunes de l'expérience des Alexandre, seniors. je voyais réagir, bouillir. Non, mais bouillir, oui, parce que c'est totalement vrai. Et pour rejoindre ce que vous disiez tous les deux, c'est que l'enjeu fondamental qui va se poser va être celui de l'accompagnement des seniors au travail et donc l'accompagnement du vieillissement actif. C'est sur la table, hein, ça fait 20 ans qu'on en La parle. fenêtre politique qui va s'ouvrir sur le débat des retraites ne devra est pas... intimement lié. est nécessairement lié à celui de l'accompagnement dans l'emploi des salariés J'ai seniors. presque envie de dire valorisation. Mais ça fait longtemps qu'on l'entend, ça, quand oui, même. Hein. Oui, C'est mais un même, serpent de mer. Hein. je partage l'idée, mais j'ai presque envie de dire que nous-mêmes, accompagnement, c'est déjà presque négatif. Oui, Je valoriser, dis bien, positiver. c'est pour ça que je dis d'accord. valoriser, parce que c'est un plus. C'est pas, on ne se penche pas pour faire la charité aux C'est ça, seniors c'est ça. qu'on essaie de C'est un tirer. senior, on va le prendre. On se dit chouette, on a quelqu'un qui a de la compétence, qui a de la connaissance, qui a une expérience au-delà du diplôme, qui a une expérience de vie, et cette expérience de vie, elle va nous servir. Mais je me tourne vers l'avocat, et vous êtes tous les deux d'ailleurs avocats et experts. On voit quand même des entreprises, au-delà de ce beau discours de dire il faut intégrer les seniors, qui se délestent, je pense à des grands groupes, qui font des propositions à des gens de 50 ans, 52 ans, en disant écoutez, ça ne vous dirait pas de partir de notre entreprise parce qu'on voudrait alléger un peu la masse salariale. Enfin, comment on fait là concrètement? Les pré-retraites ont encore, bien sûr. ont encore de beaux jours devant eux. Je pense que concrètement, il faut un choc de conscience qui soit créé. Raison pour laquelle moi je suis favorable à la création d'un index. Non pas un index. Dont le MEDEF ne veut pas. Hein. Vous avez vu tout de suite, le MEDEF a dit on n'en veut pas. Je sais bien. Mais moi, je suis assez favorable à la création d'un index. Non pas un index pour sanctionner, mais un index pour créer un choc de conscience dans l'entreprise et qui devrait servir à l'ouverture de négociations spécifiques et dédiées dans l'entreprise, non pas pour l'accompagnement, mais pour la valorisation c'est-à-dire un des suivi travailleurs seniors. particulier de ceux qui ont plus de 5 ans. Alors, et des engagements qui soient pris concrets dans le cadre d'un accord collectif. À la fois sur deux enjeux principaux, à la fois sur l'employabilité des seniors, la formation dont on a parlé, la valorisation des acquis de l'expérience qui fait l'objet de dispositions dans le réforme de l'assurance chômage. Absolument, qui est essentiel. Et aussi le deuxième volet, qui est pour moi essentiel par ailleurs, de transition professionnelle vers la retraite. On va basculer parce que je veux pas qu'on ait un petit peu de temps quand même pour parler. Ce projet de loi de finances, je le rappelle, est passé avec le 49.3. Il y a des volets sur l'emploi, on les traite. Et puis il y a eu dans l'actualité un petit boom comme ça d'un grand patron qui fait partie des grands patrons du CAC 40 qui a lancé ce tweet en milieu de semaine. Alors évidemment, il a été brocardé en disant qu'il était fatigué, qu'on l'accable sur son salaire et a dévoilé ses rémunérations. Pascal Joannin, quand même, ce débat sur le salaire des grands patrons, il est vieux comme le monde. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça se passe comme ça ailleurs, dans des pays où j'irais en Grande-Bretagne, en Allemagne, les choses sont beaucoup plus assumées. On accepte qu'un grand patron qui dirige une très grande entreprise ait un salaire où il gagne 800, 900, 1 million d'euros par mois. Alors, j'allais dire, il y a un espèce de marché, si vous me permettez. Exactement, un mercato. Voilà, Patrick Pouyanné, pour prendre cette expression. Vous nous emmenez sur le foot, là, je le sens. Non. Patrick Pouyanné est le président d'une compagnie pétrolière qui est française. Bon, il n'y en a pas 36. Hein. Et dans les majors du pétrole, pour prendre cette... Parce que pareil, il faut c'est ce qu'il donne comme exemple. Voilà. Il dit, par rapport aux autres, je suis payé en dessous, moi. Mais il faut toujours regarder ce qui existe. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quelques compagnies... ExxonMobil, il y a British Petroleum, etc. Mais ce n'est pas des entreprises françaises. Non. On a la chance, en France, d'avoir une major du Donc vous dites, c'est bien alors qu'on n'a pas un pays qui produit du pétrole. Ah non, on n'en a pas, non. Donc, on a des idées, par contre. Il y a un marché pour toutes les entreprises. Et en effet, ça peut paraître, en effet, pour l'opinion publique, quelque chose de très, très important. Oui. Mais il faut regarder ce qui se fait dans la concurrence. Parce que, bien évidemment, si vous payez pour vous, mal... c'est un marché. Oui, c'est un marché. Et il faut l'assumer. Mais, alors, vous vouliez que je parle... patron de Mercedes, de Daimler... Bien sûr, oui. Ils ont, en effet, il y a des actionnaires. Et tout ça est fait avec, en effet, le marché, etc. Jean-Claude Beaujour, je vous vois méditer. C'est choquant ou pas? Je vais non, mais il y a un double choc. Il y a les mots de Pouyanné et le montant. Il y a deux sujets dans le tweet de M. Pouyanné. Le premier, il y a un sujet de communication et donc il y a une dimension politique. Le deuxième sujet, il y a celui de la rémunération. Sur celui de la rémunération,
effectivement, il est dans l'ordre de ce qui se pratique, et j'ajoute que son bonus est lié aux performances de l'entreprise, de la même façon que le bonus de certains qui sont à moindre salaire est lié à la performance. Donc il y a des échelles de valeur. Donc il y a un marché. De ce point de vue, il y a un marché. Ce qu'il faut comprendre, et c'est là où il y a une nuance, et c'est peut-être ce que n'a pas complètement saisi M. Pouyanné, c'est qu'il y a une dimension, il n'est pas Monsieur Tout-le-Monde, il y a une dimension politique dans ce propos. Dans un contexte de grève. Dans un contexte de grève. Pourquoi ? Parce que peu importe que vous soyez sur un marché, mais quand vous avez le salaire médian, je rappelle, est de l'ordre de 1700, je crois que c'est 1700, 1800. Quand vous avez un salaire médian de 1700, 1800 et que quelqu'un à côté vous dit ben moi, vous savez, je ne me suis pas augmenté, je suis à 500 000 par mois, c'est de l'argent de poche à ce niveau-là, un peu plus dans ce type de fonction, à 500 000 euros par mois, c'est vrai que prenez exemple sur celui qui a du mal à terminer ses fins de mois, il faut l'entendre. C'est donc une dimension politique. J'ajoute pour terminer, je ne veux pas monopoliser la parole. Là où il faut que nous soyons aussi, que nous prenions un peu de distance, c'est que je suis quand même surpris que cela choque que M. Pouyanné soit à 500 000, alors que dans le même temps, vous avez de grands sportifs qui gagnent aussi 500 000, voire beaucoup plus. Et alors, donc, sans avoir la responsabilité d'entreprise. Donc il y a une dimension populiste, entre guillemets. C'est le patron qu'on pointe du doigt. Oui. Mais le footballeur du PSG, on dit rien. Il y a un côté, pour moi, c'est là où... C'est-à-dire qu'il faut aller au bout du raisonnement. Soit nous disons, et je termine vraiment, soit nous disons qu'il y a un problème, et là aussi à l'étranger, la question est posée, y compris aux États-Unis, de partage des richesses. Parce qu'aux États-Unis aussi, un certain nombre de grands leaders d'opinion commencent à se poser la question, à se dire, ben vous savez, quand on a du mal à terminer les fins de mois, ou quand on sait que quand on a un cancer, il faut vendre son appartement pour pouvoir se faire soigner, etc., c'est difficile à accepter. Donc on se pose la question, nos démocraties modernes se posent la question du partage des richesses, et ça c'est un débat qui n'est pas simplement en France, il vaut aux États-Unis, il vaut ailleurs. C'est le sujet. En fait, il y a beaucoup de sujets dans ce tweet, quand on lève le sujet, il y a beaucoup de feuilles et beaucoup d'épaisseur. Quel est votre rapport à cette question des revenus ? On a eu des invités sur ce plateau, des patrons qui disaient « Moi, je ne peux pas avoir un écart supérieur à x20 ». C'est-à-dire entre le plus bas salaire de mon entreprise et mes rémunérations, il ne peut pas y avoir plus que de x20. Là, on est chez Total à des scores astronomiques. Moi, pour revenir ailleurs, sur ce que vous disiez, qui est très vrai sur la dimension politique de cette question, moi, ce qui m'a interpellé, c'est pas tant le niveau de rémunération du PDG de Total, qui est assez traditionnel dans le CAC. Qui est traditionnel, comme vous l'évoquez, et par ailleurs, vous évoquez notamment que, et c'est ce qu'on nous enseigne en droit social, c'est que c'est le chef d'entreprise qui porte la responsabilité de l'entreprise, ne saurait être porté par les salariés, ni même être reproché aux salariés. Donc ça, c'est un point qui doit être, à mon sens, rappelé. Vous, c'est l'enjeu politique qui vous... Et alors moi, en revanche, ce qui m'a interpellé dans cette question de la rémunération et du partage des richesses, c'est l'angle que l'on prend à chaque fois en France pour parler des rémunérations, qui est celui de la lutte des classes, de la lutte contre le capital et la rémunération du capital. Ça, c'est un vrai sujet français. Alors même que quand on regarde les chiffres, la part du salaire dans la répartition de la valeur ajoutée est restée stable depuis 1950. On est aux alentours de 58% aujourd'hui, contre 61 en 1980 et 50 en 1950. Donc, il n'y a pas de distorsion dans la répartition de la valeur ajoutée au profit de la rémunération du capital. Et puis on ne peut pas opposer dividendes et salaire. Le dividende ne vient pas en concurrence du salaire. Vous avez les profits d'un côté et les salaires de l'autre. Et les dividendes sont une part de ce profit. Je m'autorise à être dans une médiation. Même Bruno Le Maire, qui ne peut pas intervenir dans la distribution de dividendes, ce qui est assez logique, c'est le ministre de l'économie, a quand même dit qu'il faut faire attention quand même aux distributions trop importantes de dividendes dans un contexte où des Français sont en difficulté. Enfin, il y a quand même une forme d'équité un peu sociologique. C'est là où on en vient à la question du partage de la valeur. L'enjeu fondamental, je pense, et la question qui doit être posée, c'est celle-ci. Et donc, l'alignement des intérêts, le renforcement de l'alignement des intérêts entre les acteurs de l'entreprise, via notamment des vrais dividendes du travail, ce que nous portons chez Neos notamment. Intéressement, participation. On est d'accord. Conditionner le versement de dividendes
au versement d'une participation d'un intéressement, pour moi, m'apparaît être une bonne idée. Chez Total, il y a de la participation. Et le développement de l'actionnariat. Il faut le dire. Absolument. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Absolument. Et je trouve ça intéressant. Et puis il y a le rôle des syndicats. Enfin, si vous J'allais dire social-démocratie. Voilà. Vous prenez les syndicats. Voilà, la social-démocratie en Allemagne, puisqu'on va Oui, parce que ça, je vous ramenais sur cette social-démocratie. Voilà. Non, mais le syndicat, il est dans l'entreprise, il participe au conseil d'administration. Partie prenante. Enfin, les syndicats il y a en des France aussi. négociations. C'est la cogestion même. Voilà, c'est la cogestion. Ouais. C'est au-delà, ouais. C'est même pas un de grand l'opposition frontale comme chez nous. Et encore, l'opposition frontale, elle vient d'un syndicat minoritaire ou de deux, où en effet, on fait de la grève. Alors qu'en Allemagne, la grève, c'est vraiment quand on n'a pas pu aboutir à toutes les négociations à l'intérieur. Et généralement, ça se passe plutôt bien. Donc, aucun de vous n'a osé dire que c'était maladroit ce tweet, au-delà des rémunérations. Non, mais Sur le ton, c'est mais maladroit quand même. Moi, je vais vous dire, c'est ce que je disais. J'ai dit bien qu'il y a une dimension communication. Quand même. C'est maladroit parce que quand il dit il est fatigué de. Non, quand on est un grand patron, on assume. On n'est pas fatigué par ça. C'est pas ça qui fatigue M. Pouyanné. En revanche, la forme de la communication est pour moi extrêmement maladroite, peut-être pas appropriée au bon moment, mais je voudrais dire qu'au-delà de la question de la rémunération, il y a un autre sujet. Je parle sous le contrôle de mes deux co-débatteurs. Je pense qu'en plus de la question du salaire, il y a la question du rapport au travail, des conditions dans lesquelles désormais nos concitoyens veulent travailler, les Français veulent travailler, mais il n'y a pas qu'en France, c'est vrai aussi à l'étranger. Vous savez, Grande démission, je découvre que l'on fait des queues. Là, cet été, ces dernières semaines, j'ai fait des queues dans des restaurants américains parce qu'il manquait de personnel. C'est vrai. Il manquait de personnel, ce qui n'arrivait jamais. On vous disait, je suis désolé, on ne peut pas vous prendre parce qu'on manque de personnel. On réduit les tables. Donc on voit bien que désormais, et c'est encore plus vrai avec les nouvelles générations, il y a le salaire, mais il y a aussi les conditions de vie, il y a le cadre dans lequel on vit. Et je crois que c'est tout cela, on a parlé de changement de culture. Je pense que c'est tout cela qu'il nous faut remettre sur la table au-delà de la rémunération, parce que même si vous multipliez par 1,5 la rémunération, on vous dira finalement, il y a une insatisfaction. Une forme de toujours plus, qui n'est pas liée qu'au salaire. Absolument. L'insatisfaction, elle est aussi liée à ça, aux conditions, au cadre et aux moyens que l'on donne au sens et à l'éthique de l'entreprise. Bien sûr. Au sens du travail, de l'éthique, de la façon dont, en effet, on sent que l'entreprise agit plus ou moins bien pour le changement climatique, sa raison d'être et sa capacité à coller au sujet. Et ça fait partie, en effet, maintenant des exigences des jeunes, en tout cas, qui arrivent sur le marché du travail. Merci à vous. Je sais que vous avez encore envie de parler, Alexandre, mais vous reviendrez évidemment. Oui, c'est normal, évidemment. Merci à vous. On n'a pas réglé le sujet du salaire des grands patrons, mais c'est un sujet qui est quand même posé et qui reste comme ça à fleur de peau pour un certain nombre de Français. Merci à vous, Pascal Joannin, d'être venu nous rendre visite, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci à Jean-Claude Beaujeau. Vous avez même lancé sur cet aspect. Là, vous êtes inarrêtable, avocat international en droit des affaires. Puis merci à Alexandre Lamy, avocat en droit social, à la tête de ce think tank NEOS et membre de l'Institut Sapiens. Merci à vous trois. On termine évidemment avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. Et on termine par Fenêtre sur l'emploi. On parle beaucoup du métaverse. Alors ce casque de réalité virtuelle, les joysticks et puis un avatar pour vivre comme ça dans un monde parallèle. Et on en parle avec Gauthier Bailleul. Bonjour Gauthier. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, fondateur CEO d'Hippolyte RH. Et vous faites le pari, parce que vous êtes aussi un spécialiste des médias sociaux, vous dites on croit au développement du métaverse dans le recrutement. Tout à fait. Vous amenez des chiffres, il y a des chiffres qui sont très clairs. Les entreprises sont engagées et y croient. Techniquement, on est prêt ? C'est encore les balbutiements du métaverse. On a de gros acteurs, dont Meta, pour ne pas le citer, qui investit de... Facebook, donc ? Facebook, de sommes colossales dans le métaverse, qui a recruté plus de 10 000 ingénieurs pour investir ce support, avec une croyance forte, c'est une adoption par le grand public d'ici 2 à 3 ans. On a aujourd'hui... C'est court, ce qui nécessite des investissements colossaux. On a les entreprises aujourd'hui qui investissent ce champ du méta en achetant des territoires, ce qu'on appelle des lands, pour... des NFT aussi au passage. Des NFT, pour promouvoir à la fois le fait qu'ils sont modernes, qu'ils s'inscrivent dans l'ère de la modernité, et aussi de montrer à des candidats qu'ils sont présents sur cet environnement.
Votre délire, et je mets des guillemets, mais l'idée de la projection, d'accompagner vos clients sur cette question du métavers, c'est quoi? C'est de les préparer à l'entretien d'embauche ou c'est vraiment de leur dire, on va avoir votre avatar et vous allez pouvoir vous faire recruter directement dans l'espace virtuel? On va jusqu'où là? En fait, on a 2 niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est un premier niveau de visibilité, c'est-à-dire de se dire, je suis candidat ou je suis monsieur lambda, je me promène dans le métaverse et j'ai une vitrine qui me présente des offres d'emploi sur le bâtiment d'une entreprise. Donc ça, c'est un premier niveau de notoriété, valorisation, surtout sur une cible aujourd'hui peut-être plus tech, IT, qui est assez friand de ces éléments. Ouais. Et à terme, pouvoir faire l'entretien directement dans le métaverse, un entretien qui peut être en plus contextualisé, notamment sur des métiers type technique, hôtellerie, restauration. Ouais, c'est l'argument de méta. Hein. Voilà. On peut faire et refaire à l'infini. On contextualise l'entretien d'embauche, ce qui donne de la valeur à la fois pour l'entreprise parce qu'elle montre ses opportunités et au candidat pour se projeter dans son environnement. Donc il y a un double effet. Le RH, puisque le recruteur de l'entreprise aura donc son casque pour être très concret, de réalité virtuelle. Il aura ses joysticks et pourra entrer en communication puisqu'il aura son avatar, son propre avatar. Et en face, il aura un candidat. Ça fait tomber pas mal de murs aussi d'angoisse. Quand c'est son avatar qui parle, c'est pas pareil que quand c'est nous. Ça en fait tomber quelques barrières. Ça crée d'autres sujets, notamment sur le côté avatar, le côté éthique et ainsi de suite. Mais par contre, ça fait tomber tout le côté timidité, appréhension d'un entretien, puisqu'on a cette distance qui s'installe entre un candidat et un recruteur. Vous êtes d'accord avec moi qu'on est quand même, au-delà de la technologie qui est plutôt stabilisée, on en est quand même au balbutiement, parce que ça veut dire qu'il faut que les RH s'équipent à minima ou que vous les équipiez du casque. Et il faut quand même qu'en face, les candidats soient... On est quand même sur des marchés de niche quand même là. Hein. Aujourd'hui, on a plusieurs barrières à l'entrée sur ces sujets. On a une première barrière qui est effectivement le coût d'acquisition du matériel, qui n'est pas neutre ni pour une entreprise ni pour un candidat. Et oui. Et sur une barrière aussi qui est sur le réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore fibré, tout le monde n'a pas encore une connexion Internet. Fin fond de la Corrèze, chercher l'avatar. Ça nécessite le 5G. La 5G. Donc, on a 2 barrières qui sont économiques. Après, j'ai bon espoir que les entreprises qui vont truster un petit peu ce sujet vont investir massivement, ce qui va créer l'adoption et, in fine, diminuer les coûts d'acquisition du matériel. En tout cas, une chose qui est certaine, et c'est aussi le pari que vous faites, c'est que, indépendamment des limitations techniques, les entreprises, ça c'est le sondage IFOP, que les entreprises sont prêtes et un actif sur 2 est totalement d'accord dans l'idée de pouvoir s'engager sur le chemin. Tout à fait. On a 84% des actifs en recherche qui sont à même de passer un entretien dans le métaverse. Un Français sur 2 actifs qui est d'accord aussi, et ça monte jusqu'à 69% sur la tranche 18-24 ans. Donc on a 69% des 18-24 qui sont prêts à se faire recruter dans le métaverse. Ça, c'est le top du top. Après, il y a aussi les recrutements classiques sur tous les autres réseaux sur lesquels vous travaillez. Nous intervenons déjà, tout à fait. C'est les TikTok. Ça aussi, on a vu une explosion. C'est une explosion. En fait, crise sanitaire a encore amplifié les usages de ces plateformes, donc de ces médias. Donc aujourd'hui, nous recruterons sur des supports comme Waze, comme Spotify, comme Reddit, comme Snapchat, comme Instagram. Des chiffres astronomiques. On a dans les chiffres 3 candidats sur 4 qui postuleraient à plus d'offres d'emploi s'ils pouvaient le faire en moins de 3 minutes et sans se rendre sur un site d'emploi. Donc dans un contexte de pénurie... C'est l'idée de contourner finalement tout ce qui est le traditionnel de l'emploi pour aller... tout de suite maintenant. Ouais. Et donc c'est vraiment le recrutement consommateur, le salarié consommateur. Enfin, c'est une transformation. En tout cas, le métaverse, c'est un élément sur lequel vous travaillez énormément et auquel vous croyez, parce que c'est évidemment tout un débat important. Il faut avoir des convictions et c'est aujourd'hui, on est dans une technologie de rupture. Donc toute technologie de rupture amène des questions, des suggestions. Mais à moyen terme, ça sera l'Internet 3.0 et les nouvelles Internet. Merci Gauthier Bailleul d'être venu nous éclairer sur cette projection. C'est bientôt, c'est demain. Merci à vous, c'est la fin de notre émission. Je vous souhaite un bon week-end évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Angèle à la réalisation. Merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment. Et merci à Lily pour l'accueil invité. Je vous dis bon week-end et je vous dis à lundi évidemment. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de ce week-end. Bye bye.